bonsoir à tous. À la une de ce journal, une pétition de 62 parlementaires camerounais suscite un tollé de réactions. Dans ce brûlot, ils accusent des parlementaires américains de tentatives de déstabilisation du Cameroun à travers la présentation d'une situation sécuritaire et humanitaire catastrophique dans les régions anglophones, en refutant cette réalité et exigeant l'extradition des leaders des mouvements séparatistes. L'initiative de ces députés camerounais divise la classe politique. D'aucuns, choqués, critiquent cette démarche jugée égoïste et qui risque d'attiser le feu dans une crise qui n'a que trop duré. Nous en parlerons en ouverture de ce journal. Dans l'escale internationale, en Centrafrique, le gouvernement se félicite de la reprise de plusieurs villes qui étaient jusqu'ici contrôlées par des rebelles centrafricains et des contestations violentes post-électorales ont éclaté au Niger pendant que les partisans de Laurent Gbagbo attendent son retour prévu pour mi-mars 2021. Où en est-on avec les négociations entre l'ancien président ivoirien et son homologue, son successeur, Alassane Dramane Ouattara? Nous en parlerons dans la page internationale du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Au regard de l'enlisement de la crise anglophone, d'aucuns ne l'avaient pas vu venir. Cette pétition signée des parlementaires camerounais, 62 députés, qui ont adressé leurs vives protestations contre les multiples sorties des parlementaires américains, lesquels ont appelé le président Joe Biden à intervenir afin de mettre la pression sur le gouvernement camerounais pour résoudre la crise dans les régions anglophones et offrir un statut de protection temporaire aux Camerounais qui demandent l'asile aux États-Unis. Cette correspondance des sénateurs américains, précédée par une résolution appelant à un cessez-le-feu au Cameroun, ne sont pas du goût des parlementaires camerounais. Certains d'entre eux, dont des députés, ont adressé une pétition dans laquelle ils déplorent que des sénateurs mal informés sur le Cameroun puissent ternir l'image du pays. Ils exigent l'extradition de ces leaders des groupes armés séparatistes anglophones et ceux qui financent le terrorisme dans les régions anglophones. Les points saillants de cette pétition sont évoqués avec Gladys Sidier. Signataires de la lettre, des députés de l'opposition. Pour eux, c'est clair, les sénateurs américains doivent s'occuper de leurs affaires et pas du Cameroun. Le Cameroun auquel ils font allusion n'existe pas. C'est ce que déclarent des députés camerounais dans leur lettre. Les élus camerounais dénoncent, entre autres, les mensonges, l'opinion déformée du Cameroun par le Congrès américain dans un courrier adressé au président Joe Biden il y a quelques semaines. Les députés camerounais considèrent les remarques qui ont été faites sur le Cameroun comme des plus hostiles, désobligeantes et de nature à ternir l'image du pays. Un sombre projet de certains groupes défendant les droits des immigrés aux États-Unis pour justifier l'obtention des statuts de demandeurs d'asile, de l'avis des élus camerounais. Ces derniers regrettent que dans un effort de prendre en considération et de succomber à la pression provenant de leurs différentes juridictions, les organisations américaines de défense des droits de l'homme et autres groupes de pression, que quelques parlementaires égarés, selon les élus camerounais, puissent décrire leur pays de la manière la plus horrible. Un pays, font-ils savoir, qui fournit facilement des documents de voyage à ses citoyens pour leur permettre de se rendre partout dans le monde et considère le droit au voyage et le droit à l'émigration comme une liberté fondamentale. Ils disent qu'ils ne souhaitent pas interférer dans le système législatif américain et dans le processus d'élaboration des lois du système d'application de l'immigration pour faire face à ces défis. Mais ils regrettent les opinions des membres du Congrès américain sur la situation qui prévaut au Cameroun. Pour eux, le Cameroun a été décrit de la manière la plus horrible. Une sortie qui fait suite à la lettre d'une vingtaine de sénateurs américains
qui demandait il y a quelques semaines au président Joe Biden de suspendre le rapatriement d'une soixantaine de Camerounais et il demandait au gouvernement camerounais dans la foulée de prendre des mesures urgentes en vue de la pacification des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Le député SDF Jean-Michel Nitieux réagit à cette pétition signée par 62 députés. Il dit être surpris et choqué par cette initiative de charbon qui ne peut qu'attiser le feu dans la crise qui n'a que trop duré dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Le parlementaire SDF dit être surpris du fait que cette pétition intervient longtemps après que le SDF, depuis 2016, par la voix de l'honorable Joseph Wiba à la tribune de l'Assemblée nationale, avait déjà attiré l'attention de l'opinion nationale et internationale sur le problème anglophone et que par la suite, les députés SDF ont réclamé à maintes reprises et en vain l'inscription de la crise anglophone à l'ordre du jour des sessions parlementaires. Selon Jean-Michel Nitieux, il marque son étonnement devant la démarche de certains de ses collègues députés signataires qui semblent se soucier de leur intérêt personnel, égoïste et égocentrique au détriment des populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. À date, l'Assemblée nationale, précise-t-il, n'a jamais débattu de cette question en séance plénière, encore moins l'inscrire à l'ordre du jour d'une seule session parlementaire. Les députés SDF, rappelle-t-il, ont d'ailleurs bloqué toute session parlementaire en novembre 2017 pour exiger l'inscription de la crise anglophone à l'ordre du jour. Il dit être choqué que ceux qui se sont sans cesse opposés à la démarche des députés du SDF pour que soit inscrit à l'ordre du jour des sessions parlementaires signent cette pétition alors que l'Assemblée nationale aurait pu prendre des résolutions à l'issue d'un débat en séance plénière. Jean-Michel Nitieux estime que c'est hallucinant de voir une pétition aussi abjecte dans le contenu être signée par des collègues députés entre deux sessions parlementaires et de surcroît à moins de 2 semaines de l'ouverture de la session de mars prochain. Le SDF, dit-il, à travers ses différentes résolutions prises à l'issue du comité exécutif national, a toujours prôné le dialogue politique inclusif entre les différents protagonistes du conflit afin de trouver une issue pacifique à la crise actuelle, position relayée par les élus SDF au Parlement. Il dit qu'il est incohérent et paradoxal de prôner le dialogue et de demander l'extradition de ses compatriotes. En tant que député de la nation, il déplore et demande une fois de plus au gouvernement de trouver une solution rapide et pacifique à la crise. Demander l'extradition des compatriotes camerounais vivant aux États-Unis ne résoudra absolument rien à cette crise qui requiert des solutions politiques et non des solutions militaires où l'usage de la force s'exprime ainsi Jean-Michel Nitieux, député SDF de Voury-Est et président régional du SDF pour le littoral. Et sur le théâtre de la crise anglophone, la guerre continue de faire rage alors que les autorités administratives s'attendaient à ce qu'un groupe de combattants séparatistes déposent les armes. Il n'en a été rien. Le ministre de l'administration territoriale s'est rendu en plein cœur de cette crise anglophone, exigeant une fois de plus à ses leaders et membres des groupes armés séparatistes de déposer des armes. Il a même indiqué la démarche qu'il devrait suivre afin d'éviter de tomber sous le feu nourri des forces de sécurité et de défense. Compte rendu, Stélambou et Jean-Paul Chouniat. Si des sources officielles et officieuses ont créé le flou sur le réel motif de la visite de Paul à Tangandji dans la région en crise du Nord-Ouest, où il était censé accueillir plus d'une centaine de séparatistes devant déposer les armes et intégrer le centre de resocialisation du DDR, le patron du commandement territorial, presque dans la posture d'un homme déçu de ce faux bond, doute de la bonne foi des combattants séparatistes à sortir de la brousse. Ceux qui disent qu'ils sont en brousse et ils ne savent pas comment faire pour sortir, je n'y crois pas. Ils veulent rester en brousse. Et ils trouveront les conséquences des actes maladroits qu'ils voudraient continuer à poser. À la réunion extraordinaire de sécurité regroupant le gouverneur du Nord-Ouest, Adolphe Tchofolélé l'Afrique, et tous les chefs d'unité de forces de défense et de sécurité dans la région, le ministre de l'administration territoriale donne la conduite à suivre aux sécessionnistes, désirant revenir à la vie républicaine, avec assurance de ne pas être inquiétés. Prenez un mouchoir blanc,
sur la main gauche et l'arme de paix sur la main droite. Soulevez vos mains et avancez même vers les forces de défense et de sécurité. Ils ne pourront pas tirer sur vous. Parce que lorsque vous avez soulevé les mains, et on le sait, vous avez les mains en l'air avec vos munitions, c'est un signe de reddition. Autre sujet imposé à l'ordre du jour de cette réunion, selon Paul Atangandji, la découverte à l'instant d'une cache d'armes artisanale à Oum, dans le département de la Mentchoum. Il y a un citoyen responsable qui a appelé la gendarmerie pour dire que les terroristes ont caché les armes quelque part dans cette localité. Et les gendarmes sont allés là-bas, ils ont récupéré ces armes. À chaque fois que les populations nous aident à récupérer les armes, à chaque fois que les terroristes eux-mêmes déposent des armes, c'est-à-dire nous diminuons leur capacité de nuisance. Et bien avant cette concertation stratégique pour la sécurisation de la région du Nord-Ouest, Paul Atangandji est allé à Bafut faire l'état des lieux d'un arrondissement où des bandes armées en 2018 avaient sémé la terreur, incendiant tout sur leur passage, dont la sous-préfecture du coin que vient de reconstruire le bataillon d'intervention rapide. Pour mieux encadrer les activités des autorités administratives, ils nous ont proposé des miradors devant et derrière. Cela veut dire que quand le sous-préfet est dans son bureau, il y a les postes de contrôle et qui peuvent suivre jusqu'à 300, 400, jusqu'à 2 km. Donc je crois que c'est une innovation. En quittant la région du Nord-Ouest, le ministre Paul Atangandji recommande une fois de plus aux populations de collaborer avec les forces de défense et de sécurité pour neutraliser les séparatistes et autres assaillants armés qui compromettent le retour à la paix au Cameroun anglophone. Dans une région voisine, celle de l'Ouest, c'est une recrudescence des cas positifs de Covid-19 qui est enregistrée. Malgré cette recrudescence, il y a une insouciance de la part des populations résidant dans cette partie du pays. Plus personne ne porte les masques, encore moins ne respecte les mesures barrières afin de prévenir cette pandémie de Covid-19. Les populations déplorent la faible mobilisation des autorités municipales et administratives afin de les sensibiliser sur les dangers auxquels ils sont exposés. Reportage Leclerc Sakem. La région de l'Ouest explose le tableau des chiffres et reste dans la zone rouge pour cette deuxième vague de la pandémie du coronavirus. Presque un an après sa survenue au Cameroun. En 4 jours seulement, 208 nouveaux cas de contamination ont été recensés dans une vingtaine de localités. Pourtant, les populations semblent ne plus s'inquiéter au sujet de l'existence de la maladie. Un comportement qui se traduit par l'abandon total par ces dernières des mesures barrières dans les marchés, cas de transport et autres lieux de forte mobilisation. Le cash mais ça à la maison, déjà c'est oublié. Et le fait d'acheter le cash de chaque fois, bon, c'est un peu embêtant. Bon, c'est vrai que le danger est dehors et on ressent. Nous constatons qu'il y a eu un relâchement sur les mesures barrières, notamment les points de lavage des mains qui avaient été au préalable déposés par les autorités communales. Ne sont plus ravitaillés en eau, ne sont plus ravitaillés en savon. Il y a un certain point qui n'existait plus. Donc nous constatons que cette pandémie, malgré qu'on parle de la deuxième vague, nous voyons que même la façon dont les autorités prennent la chose, les populations les prennent de la même façon, avec une légèreté. Parmi les localités les plus affectées de l'Ouest, le district de santé de la Mifi tient toujours le peloton de tête avec son 17 nouveaux cas au soir du 24 février. Il est talonné par les districts de santé de Tchon, Fumban, Malantouen, Banganté. Parmi les foyers de contamination, les établissements scolaires, à l'instar du lycée bilingue de Bafoussam, où l'on dénombre 8 cas. Dans cette cour de récréation, l'on se croirait à la cour du roi Péto. Le nom Corona ne dit plus rien à personne. La réalité n'est pas une hystérie. Ça, c'est la question qu'on doit pouvoir se poser. Et donc, en tant qu'iconoclaste, je le dis, je pense que ces choses-là ne m'intéressent pas trop parce que nous sommes dans un monde globalisé, nous sommes dans un monde de complotistes. Et quand je lis des ouvrages tels que la 4e révolution mondiale, que j'exhorte beaucoup à lire, je me rends compte qu'on est en train de nous aménager dans une sorte d'engrenage
qui au finish pourra aboutir à une sorte de disparition de l'espèce humaine. Les autorités, à travers des communiqués, dénoncent ces habitudes non conformes à la limitation de la propagation du virus, mais la campagne de sensibilisation de proximité, comme c'était le cas il y a quelques mois, sont désormais inexistantes. À l'hôpital des districts de Chong, malgré la réticence qui demeure côté usager, un dispositif est installé à l'entrée pour le testing des patients qui arrivent. Au sein de temps, on est en train de reprendre en force toutes ces mesures barrières-là. Et nous pensons qu'avec la stratégie, on a mis une tente à l'entrée pour filtrer les malades et tester massivement toute personne qui entre, qui accepte d'être testée. On va lutter efficacement contre ces maladies. Donc pour l'instant, nous avons le matériel à notre niveau pour régler les quelques cas qu'on a en salle. Nous invitons, je pose cette occasion pour vous demander s'il y a possibilité d'inviter les élites locales, de prendre toutes les mesures possibles, d'abord pour sensibiliser pour la population, je veux dire les élites et les leaders d'opinion, et parce qu'il y a un élément ici dans la mémoire qui me gêne un peu, les corps communautaires. Les gens ont tendance à faire des autopsies. Il faut faire attention aux autopsies. Les chiffres en moyenne, nous avons 3 à 4 personnes positives par jour. Et quand on dit pour une maladie comme celle-là, quand on a une personne positive, c'est-à-dire la personne aurait laissé des foyers ailleurs. Au total, la région du Soleil couchant, à cette date, a 2172 cas comptabilisés, 1781 guéris, 98 décès, soit un taux de létalité de 4,51%. Sur la pénétrante est de Douala, vous l'avez peut-être observé autour du fleuve d'Ibamba, une activité de collecte de sable dans les profondeurs de fleuve s'est créée. Des plongeurs, au risque de leur vie, devenus de véritables hommes-poissons qui vont dans les profondeurs du fleuve afin de recueillir du sable à vendre à tout constructeur dans la capitale économique du Cameroun. Ils vivent dans une précarité indescriptible. L'activité peine à être rentable, mais c'est leur seul moyen de suivi. C'est le constat que font Dallas Kana et Cédric Ding dans ce grand reportage. Pénétrante est de la ville de Douala, au lieu-dit pont de la Dibamba. Bienvenue au village de la carrière de sable de la Dibamba. Ici, un peu plus d'une centaine de plongeurs, piroguiers et camionneurs cohabitent. Il n'est que 8 heures, mais la journée de Philémon et de l'ensemble des autres plongeurs est déjà bien entamée. D'abord, petit passage en revue des troupes. Pelle à la main, Philémon lui aussi se retrousse les manches, ou presque. Quelques minutes plus tard, nous retrouvons Philémon dans ce qu'il appelle sa tenue de combat. Il largue les amarres et c'est parti pour la traversée. Nous le suivons, mais pas très rassurés. C'est assez impressionnant. Alors nous avons choisi de nous mêler au jeu, de jouer un peu au jeu des plongeurs et c'est très impressionnant de voir ici à côté de moi l'un d'entre eux, Philémon, faire son show. Ils doivent remplir des pirogues à longueur de journée et ce n'est pas évident du tout. Et puis c'est le grand plongeon. Allez. Philémon et les autres plongeurs professionnels peuvent tenir en apnée pendant plusieurs minutes. Il le faut s'il veut pouvoir remplir de sable le quota de pirogues qu'il s'est fixé durant la journée. Mais encore faut-il que le fleuve ne soit pas capricieux. Comme c'est notre habitude, ce n'est pas aujourd'hui qu'on a appris à plonger, mais au début, tu peux quand même dire que c'est difficile. Mais quand tu apprends déjà à plonger, ça devient aussi ton domaine. Bon, en journée, donc ça dépend de la marée. Je peux même prendre 2 pirogues, je peux les remplir. Sinon, en longue journée, moi je sais qu'on dépend de la marée. Si on trouve que la marée est déjà haute, on n'arrive plus à remplir les 2 pirogues. Retour sur la terre ferme. Allez. Si Philémon lui a rempli son quota, ici, c'est une autre paire de manches pour trouver un acheteur. Une quête où seuls les plus rapides arrivent à tirer leur épingle du jeu.
Et parfois, les esprits s'échauffent. Mais au final, c'est la qualité qui parle. Oui, j'ai trouvé ce que je vends. En fait, j'ai envie de deux qualités, mais j'ai trouvé une. Ils reviendront me chercher l'autre. Je veux le sable fin et le sable coulage. Oui, parfois ils sont un peu plus actifs, maman. Vous savez, vous comprenez que le Cameroun a vraiment envie de faire quelque chose. Ils sont très entreprenants, ils sont sympas et chacun se bat à avoir son pot de pain. On ne parle pas que boulot au village des plongeurs de la Dibamba. À la fin de la journée, c'est ici, dans ce tourne d'eau de fortune, au nom plutôt atypique, que tous se retrouvent. Ici est appelé le restaurant La Sorcière, par rapport à nos plus grands clients qu'on appelle ici La Sorcière. Un restaurant de fortune au menu plutôt varié. Des œufs avec un plat, des spaghettis, de la sardine, des spaghettis sautés, du pain, des avocats, des crudités en général. Pendant ce temps, ça discute. Si le village des plongeurs de la Dibamba a l'air d'un petit paradis, la vie ici est loin d'être un long fleuve tranquille. La localité manque de services de base, tels qu'un centre de santé et même d'eau potable, ce qui est souvent à l'origine de drames. La mairie de Dibamba est une mairie qui ne connaît pas les habitants de Misso-le-Pont. Il nous a abandonnés. Depuis qu'on le vote, il est là. Même la qualité d'eau que nous buvons, il y a parfois, nous on est obligé d'aller au milieu là, puiser l'eau pour boire la Dibamba-ci. Nous on boit souvent ça. On tombe malade, il n'y a pas d'hôpital, il n'y a rien. J'ai perdu même ma fille parce que quand l'enfant est tombé, il n'y avait pas de moto. Il y a eu, à la période là, il y avait le choléra, je ne sais même pas quoi, il a tué ma fille. C'est les eaux qu'on boit, on ne contrôle pas. Le choléra a ramassé tout le monde ici au quartier. À côté de cela, la mairie de Lokbadjek qui régit cette localité prélève des taxes 3 fois plus élevées que dans les autres carrières de la ville. Les plus grandes difficultés que nous avons ici, notre vrai problème ici à la Dibamba, c'est le problème des mairies. Ça nous chasse les clients. Dans tous les carrières que nous connaissons partout à Douala et tout, parce qu'il y a la concurrence, il faut le dire. Dans tous les carrières partout à Douala, la mairie c'est la mairie comme mine et tout et tout. Quand un chauffeur entre dans une carrière, tout ce qu'il a payé c'est 1000 francs avant de sortir. Mais ici chez nous c'est jusqu'à 3000 francs. Des difficultés auxquelles viennent se rajouter la pandémie de coronavirus. Oui, ici c'est le travail physique. Oui, quand tu te bats, ça te permet aussi de pouvoir te nourrir. Mais bien avant, on s'en sortait. Parce que les camions entraient, tu charges le camion, parfois tu décharges même aussi le sable. C'est ça qui fait en sorte que tu t'en sors dans ta famille. Et comme le corona est arrivé, il y a eu donc des difficultés. Parce que les camions n'entraient pas trop et tous les travaux étaient arrêtés. On souffrait beaucoup. Comme quoi, à la carrière de sable de la Dibamba, le fleuve suit son cours, malgré les vents contraires. Sur le corridor Douala-N'Djamena, le calvaire des transporteurs routiers continue d'exaspérer ces transporteurs. Leur syndicat décrit des conditions d'exercice particulièrement stressantes. Ils font en effet face à des saisies arbitraires de leurs camions, des arrestations abusives, des entraves à leur activité au moment où il y a eu un blocus au niveau de la frontière entre le Cameroun et la République centrafricaine, qui a constitué aussi des points de préoccupation pour ces syndicats. Évocation avec Faral Bounia et Donald Brice Kamgan. Dans une salle chauffée à blanc, une centaine de transporteurs venus des 4 coins du Cameroun. Des débats houleux avec pour point d'ancrage le calvaire de ces travailleurs sur certains axes routiers. En N'Djamena au Tchad, les camionneurs disent subir toutes sortes d'abus. Au niveau de N'Djamena, nous avons plusieurs chauffeurs qui sont enfermés, des camions qui sont dans des brigades et dans des fourrières par rapport aux petits accidents ou aux petits incidents. Nos compatriotes qui sont au niveau de N'Djamena, du Tchad, il n'y a pas de suivi par rapport à ça. Ils sont malmenés
être éballé et menacé. L'attention des autorités compétentes a été attirée sur ces entraves sans issue, relève désabusé les syndicats des transporteurs. Comme mesure à brève échéance, la plateforme a décidé que la création d'un bureau des transporteurs en N'Djamena au Tchad s'avait plus qu'indispensable afin de défendre les droits des membres. Sur les corridors, deux sujets principaux préoccupent les transporteurs. D'une part, l'application des prix planchers et la sécurité des transporteurs. Il y a des bailleurs de fret qui s'amusent encore à penser qu'ils peuvent envoyer ce bon de commande sans prix de transport. Il y a ceux qui pensent que même envoyer le bon de commande, ce n'est pas du tout la peine. Ils essaient de... Voilà un peu des situations que nous essayons de vivre. Mais nous osons croire, avec la détermination que nous avons, il est hors de question que nous reculons. On ne devrait que avancer. Par rapport à la problématique des prix, que le prix des transports soit affiché sur le bon de commande émis par les bailleurs de fret et sur le bon de chargement émis par les transporteurs. Du fait de la situation sécuritaire toujours relativement crispée en RCA voisine, des centaines de camions sont immobilisés à Garoua-Bolaye notamment. Les syndicats réunis autour de leur plateforme prennent note des vagues de départ sous escorte militaire débutées depuis quelques semaines et des engagements pris par la RCA voisine pour trouver définitivement une issue à cette entrave. Sur les 88 milliards de francs CFA sollicités auprès des banques afin de financer la deuxième phase de construction de la pénétrante Est de Douala, le ministre des Travaux publics a tenu à apporter des précisions sur la nature et la portée des travaux à réaliser. Il a fait savoir que les travaux intègrent entre autres la réalisation d'un boulevard avec des aires de stationnement, puis la construction d'un deuxième pont sur le fleuve d'Ibamba. Des précisions données lors de l'évaluation des chantiers d'infrastructures routières en voie ou en cours d'exécution sur l'ensemble du territoire national. Je vous invite à présent à suivre Emmanuel Nganou Ndjoumessi, ministre des Travaux publics. Il faut noter ici que nous réalisons, on parle de pénétrante Est, mais à la vérité, nous réalisons un boulevard urbain à Douala. 3 fois 2 voies, chaque voie ayant 9,333 km. 3 fois 2 voies, ça fait 27 fois 2, dans un peu plus de 54 km de chaussée. 6 giratoires, 2 ouvrages supérieurs et inférieurs à réaliser, dont une grande plateforme, plus de 34 mètres de plateforme pour notre boulevard urbain à Douala. En plus de la réalisation de ce boulevard urbain, pour éloigner et éviter l'effet entonnoir qui voudrait donc nous avons un boulevard urbain qui au niveau du pont de Dibamba se rétrécit. Alors Monsieur le Président de la République a instruit la construction d'un nouveau pont sur la Dibamba. Dont les 88 milliards prennent en compte l'aménagement du boulevard urbain, l'aménagement des voies alternatives pour éviter que des travaux ne cohabitent avec une intense circulation. On va aménager des voies alternatives. Et surtout, la construction d'un deuxième pont sur la Dibamba à l'effet d'éloigner l'effet entonnoir dont je viens de parler. Dans l'escale internationale, au Niger, des violences ont éclaté après la proclamation des résultats provisoires du second tour de l'élection présidentielle, donnant vainqueur le candidat du parti au pouvoir, des résultats contestés par son principal adversaire politique, qui lui aussi revendique sa victoire, écrit au hold-up électoral. Des précisions avec Eric Fopossi. Des maisons incendiées, des rues barricadées, des heurts entre protestataires et forces de l'ordre, la capitale du Niger, Niamey, a été le théâtre de violences inouïes. Des violences suite à la proclamation par la Commission électorale nationale indépendante des résultats provisoires du second tour de la présidentielle de dimanche 21 février dernier. Le dégât qu'on a fait, c'est à cause de résultat qu'il a mis. C'est la cause de résultat qu'on ne veut pas, on dit quand Bazoum n'a pas venu de première position.
Mohamed Bazoum, très proche du président sortant Mahamadou Issoufou, qui ne se représentait pas, a obtenu 55,75% des voix contre 44,25% à Mahaman Ousmane, selon les résultats annoncés par la CENI. Résultats que conteste l'opposant. La compilation des résultats des PV à notre possession, à travers nos délégués dans les différents bureaux de vote, nous donne gagnant avec 50,30% des voix. Nous rejetons en bloc les résultats partout où des irrégularités ont été constatées. Alors que l'accès Internet a été coupé au Niger, le vainqueur du scrutin a tendu la main à son challenger. Je voudrais enfin féliciter mon challenger, le président Mahaman Ousmane, pour le score remarquable qu'il a réalisé. Connaissant sa sagesse, je voudrais compter sur lui pour créer un nouveau climat entre le pouvoir et l'opposition, mettre fin aux tensions inutiles. Reste à la Cour constitutionnelle du Niger de confirmer ou pas ces résultats provisoires dans un pays miné par de multiples coups d'État et qui s'apprête à vivre la première transition de son histoire entre deux présidents élus démocratiquement. En Centrafrique, sous l'autorité du président de la République, le premier ministre centrafricain, Firmin Grebada, salue la prise de la ville de Bosangwa par les forces centrafricaines et les alliés. L'ordre sera rétabli à Bosangwa, indique-t-il, et toute la préfecture de l'Ouam. Plus jamais des bandits vont perturber la quiétude des populations centrafricaines dans cette partie du territoire national, a-t-il indiqué, en Centrafrique où un couvre-feu est appliqué dès 20h jusqu'à 5h du matin. Et en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo annonce son retour pour mi-mars 2021, annonce faite à ses partisans lors d'une rencontre politique qui s'est tenue hier en Côte d'Ivoire. Annonce faite également sur son compte Facebook officiel, des négociations qui se poursuivent entre le gouvernement ivoirien et l'ancien président Laurent Gbagbo pour faciliter son retour en Côte d'Ivoire et la CPI qui pourrait se prononcer sur l'appel interjeté par l'ancien procureur Fatou Bensouda d'ici le mois de mars 2021. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Otou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Paul Atangandi, ministre de l'administration territoriale, donne quelques astuces aux séparatistes pour ceux-là qui souhaitent déposer les armes. Il a donné des consignes, à savoir brandir dans l'une des mains un mouchoir et dans l'autre un drapeau blanc et avancer vers les forces de sécurité sans avoir peur. Selon lui, cette attitude des groupes armés séparatistes est une indication de leur volonté de mettre un terme au combat qu'ils ont entamé face aux forces de sécurité. Ce n'est qu'à travers cette attitude qu'ils pourront rentrer dans les centres de désarmement, de démobilisation et de réintégration. Pour lui, ceux qui restent encore dans la forêt ne veulent pas la fin de conflits armés et il dit qu'ils vont tomber sous le feu nourri de forces de sécurité et de défense. C'est Alain. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel de l'Equinox Soir. Deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous lundi. 20h.